Ça, c'est une toile d'araignée. Et ça, c'est la toile d'une araignée qui a consommé de la caféine. Alors oui, des chercheurs se sont amusés à donner de la caféine à des araignées pour voir si cela influençait la manière dont elles construiraient leur toile. Enfin, pas seulement du café. Ils leur ont aussi donné du LSD, de la marijuana et bien d'autres substances. Et devinez quoi, la caféine a fait plus d'effet que les autres drogues. Après avoir absorbé de la caféine, les araignées sont tout simplement incapables de construire une toile bien régulière, bref, pas bien pratique pour attraper leur repas. En fait, c'est normal, la caféine, à la base, c'est un pesticide naturellement fabriqué par certaines plantes pour se protéger. Donc pas étonnant que cette molécule puisse avoir un effet aussi fort sur des araignées. Pauvres araignées. Moi, ce que je trouve marrant, c'est que ce que certaines plantes utilisent pour se défendre, des humains débarquent et se disent que ce serait cool de l'extraire et de le consommer. Et en fait, dans l'histoire, c'est souvent comme ça qu'on s'est procuré et qu'on a découvert de nouvelles drogues. On aime bien goûter un petit peu tout ce qui nous passe sous la main. Est-ce que vous savez que bien que légale dans tous les pays, la caféine est la substance psychotrope la plus consommée au monde ? 80% de la population mondiale en consomme, bande de drogués. Bon, un petit café, ça vous branche ? Nous, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à l'effet de la caféine, non pas sur les araignées, mais sur l'humain. Allez, générique. Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Bon les amis, avant d'attaquer, il faut qu'on parle. Je vois que vous êtes très nombreux à regarder ces vidéos sans être abonnés à la chaîne. Donc si c'est ton cas, ça me ferait super plaisir que tu prennes 10 secondes pour t'abonner, c'est gratos et franchement, tu risques rien à part apprendre quelques petits trucs de chimie. Bon, revenons à cette histoire de café. Déjà, on va faire une petite mise au point. Le thé, comme le café, contient de la caféine. Alors cette molécule a plein d'autres noms. Guaranine car elle est présente dans les graines du guarana, théine car on la trouve dans les feuilles du thé, matéine car on la trouve dans le maté, etc., etc. Mais ne vous y trompez pas, c'est bien toujours la même molécule et par la suite je l'appellerai uniquement caféine. Qui dit même molécule dit mêmes effets, pour cette molécule en tout cas. Dans cet épisode, nous allons voir comment agit la caféine sur votre cerveau, pourquoi l'effet stimulant du café semble différent de celui du thé, et qu'est-ce qui influence notre sensibilité à la caféine. Vous allez voir, c'est passionnant. Tiens, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt thé ou café, et pourquoi. Quelle préférence? Ça m'intéresse. Allez, commençons par la base. Comment agit la caféine? La caféine, elle agit principalement comme un stimulant du système nerveux central, du métabolisme et du système cardiovasculaire. Donc elle va diminuer temporairement la somnolence et le temps de réaction et elle va augmenter le niveau d'attention. Enfin, jusqu'à un certain point, évidemment, c'est comme tout, hein, il y a une question de dose dans tout ça. Si on en abuse, on aura des effets plutôt néfastes, trop de nervosité, insomnie et compagnie, bref. Vous connaissez l'histoire. Pour comprendre d'où provient l'effet stimulant de la caféine, il faut d'abord qu'on parle d'un neurotransmetteur, l'adénosine. Pendant que vous êtes éveillé, tout au long de la journée, l'adénosine s'accumule dans votre cerveau. Lorsque l'adénosine vient se fixer à ses récepteurs, elle envoie un signal qui fait que vous avez envie d'aller roupiller. Et plus il y a d'adénosine dans votre cerveau, plus ce besoin de sommeil devient important. Ce qui fait que le soir, on va se coucher. Vous pouvez imaginer les petites molécules d'adénosine comme exerçant une force de pression de sommeil et les récepteurs comme des petits baromètres chimiques mesurant à chaque instant cette pression. En gros, ça vous permet d'avoir l'information si vous avez besoin d'aller dormir ou pas. Et une fois que vous avez dormi, vos récepteurs de l'adénosine sont à nouveau libérés et vous êtes bien éveillé. Venons-en maintenant à la caféine. Si on regarde bien la structure, on remarque une ressemblance entre la structure de la caféine et une partie de la structure de l'adénosine. Cela permet en quelque sorte à la caféine de se faire passer pour l'adénosine. Comme l'adénosine, la caféine franchit très facilement la barrière hémato-encéphalique. Pour faire simple, la barrière hémato-encéphalique, c'est une sorte de filtre hyper sélectif qui permet de protéger votre cerveau de certaines substances qui circulent dans le sang. Et la caféine va venir squatter dans votre cerveau assez rapidement. Sa concentration maximale va être atteinte entre 15 et 60 minutes selon les individus. Et c'est comme ça qu'elle vient squatter aussi les mêmes récepteurs. On dit que la caféine est un antagoniste des récepteurs de l'adénosine. En gros, quand on a beaucoup de caféine dans le cerveau, le signal qui nous donne envie de dormir n'est plus transmis car les molécules d'adénosine ne peuvent plus venir se fixer à leurs récepteurs. En quelque sorte, notre baromètre chimique du sommeil ne fonctionne plus et la sensation de fatigue est coupée, tout simplement. Mais faites attention les amis, c'est pas parce qu'on n'a plus le signal d'aller au dodo qu'on n'en a pas besoin. D'où le conseil, buvez pas trop de café après 14 heures. Quelle que soit sa provenance, thé, café ou autre, la caféine a le même effet sur le cerveau. Ok, la caféine a toujours le même effet quelle que soit la source, mais beaucoup de personnes s'accordent quand même sur le fait que l'effet stimulant du café est plus puissant que celui du thé.
Alors est-ce que c'est simplement dû à un taux de caféine plus élevé dans le café, ou existe-t-il d'autres explications? Là, les amis, on a en gros 3 éléments de réponse. En premier lieu, effectivement, les taux de caféine dans le thé sont plus bas que dans le café. Certes, ces taux varient d'un café à l'autre et d'un thé à l'autre, mais en gros, une tasse de thé contient au moins moitié moins de caféine qu'une tasse de café de même contenance. Ça explique que l'effet stimulant du thé est souvent moins fort que celui du café, mais c'est pas tout, il y a d'autres éléments. Deuxième élément d'explication, les tanins présents dans le thé ralentissent un peu l'assimilation de la caféine et donc ces effets vont être plus étalés dans le temps. Au stade où on a donc à la fois 2 effets, un lié à la concentration en caféine, puisque le thé en contient moins, l'autre à sa vitesse d'absorption en raison de la présence des tanins dans le thé. Et vous verrez, il y a un 3e élément d'explication. Déjà, si malgré ça, le thé vous fait quand même trop d'effets, vous sentez que ça excite trop, j'ai une petite astuce pour vous. Lorsque vous faites infuser vos feuilles de thé, la caféine passe très rapidement dans l'eau, en tout cas plus rapidement que les tanins et molécules qui lui donnent son goût. Vous pouvez donc faire une première infusion, par exemple 20 à 30 secondes, jeter cette première eau, puis renouveler l'infusion que vous consommerez ensuite. Et en fait, en faisant ça, vous aurez tout simplement décaféiné votre thé. Enfin, il y a un 3e élément de réponse. On n'est pas si sûr que la concentration et la vitesse d'absorption de la caféine expliquent à elle seule la différence entre le thé et le café. En fait, le thé contient également une autre molécule, un acide aminé que l'on ne va pas trouver dans le café. Il s'agit de la L-théanine. Donc vous voyez, des fois on entend parler de la théine. La théine, en fait, c'est la caféine, c'est la même chose, mais la L-théanine, on en parle moins souvent. Des chercheurs ont tenté d'évaluer l'action de cette molécule, la L-théanine, sur le cerveau. Et des mesures de l'activité électrique du cerveau, de sujets supplémentés en L-théanine, suggèrent que cette molécule aurait peut-être un effet relaxant, sans pour autant provoquer de somnolence. Donc a priori, c'est tout bénef. D'autres études ont été menées pour étudier l'effet de la L-théanine associée à la caféine. Elles montrent qu'après avoir ingéré une boisson contenant un mélange de ces 2 molécules, les sujets effectuaient les tâches plus rapidement et plus précisément que lorsque la boisson ne contenait que de la caféine ou un placebo. On a aussi noté qu'ils avaient moins tendance à négliger certaines informations fournies au cours de tests de mémoire. Alors je vous donne pas l'étude détaillée, sinon on y passerait une vidéo entière, mais je vous mets comme d'habitude des liens pour aller plus loin en description. Bon, finalement, qu'est-ce qui ressort de tout ça? On a pas mal d'indices pour dire qu'aux doses consommées, la L-théanine aurait un effet sur votre cerveau, surtout lorsqu'elle agit en synergie avec la caféine, ce qui est le cas dans le thé. Visiblement, cet effet est plutôt positif puisqu'on a des augmentations des niveaux d'attention, une meilleure concentration, etc. Donc à ce stade, on a plutôt des éléments qui portent à croire que l'association de L-théanine et de caféine comme on le trouve dans le thé a plutôt des effets bénéfiques, évidemment comme d'habitude, question de dosage, c'est-à-dire ne buvez pas du thé à longueur de journée. Maintenant, il y a une question qu'on est forcé de se poser. Combien de temps va durer l'effet stimulant de la caféine? Pour répondre à cette question, il faut qu'on s'intéresse au temps que met la caféine à être éliminée par l'organisme. Le métabolisme de la caféine et donc son temps d'élimination et ses effets sur l'organisme peut énormément varier d'un individu à l'autre. Ça, c'est le premier truc. En général, en pharmacologie, pour se faire une idée de la vitesse d'élimination d'un produit, on aime bien parler de temps de demi-vie. Le temps de demi-vie, c'est la durée au bout de laquelle la moitié de la caféine est éliminée. Pour des adultes en bonne santé, le temps de demi-vie moyen est d'environ 6 heures. Bon si au bout de 6 heures il ne reste que la moitié, au bout de 12 heures j'ai éliminé toute la caféine. Ah non, ça marche pas comme ça. Même au bout de 6 heures, il faudra à nouveau 6 heures pour éliminer la moitié de ce qui reste. Donc au bout de 12 heures, finalement, tu n'as éliminé que les 3/4 de la caféine consommée initialement. Et 6 heures plus tard, tu auras encore consommé la moitié de ce qui restait, donc il restera 1/8 de la caféine initiale, etc., etc. Bref, pour les intimes, ce genre de loi d'élimination correspond à ce que l'on appelle une cinétique du premier ordre. Non, pas celui-là. Moi, je vous parlais de l'élimination de la caféine. Alors, attention avec cette valeur de 6 heures. Une moyenne ne dit rien de la dispersion des valeurs si on prend l'ensemble des sympathiques personnes que nous sommes. Comme je l'ai dit plus tôt, la vitesse d'élimination de la caféine varie énormément d'un individu à l'autre. Ce temps de demi-vie va, en gros, en très gros même, varier de 2 à 12 heures. Donc, c'est carrément différent d'une personne à l'autre. Et donc, avec cette information, vous comprenez maintenant pourquoi certains sont beaucoup plus sensibles que d'autres à la caféine. En fait, leur temps de demi-vie est élevé, donc ils éliminent beaucoup plus lentement la caféine. A l'inverse, je connais des personnes qui peuvent boire un café après le dîner, dormir sans problème, donc qui éliminent très rapidement la caféine. Personnellement, moi j'évite. Mais alors, de quoi dépend cette vitesse d'élimination de la caféine, ou ce temps de demi-vie si on préfère? En fait, ça dépend principalement de votre matériel enzymatique,
en particulier d'un cytochrome P450, qui permet de dégrader la caféine dans le foie. Donc ça peut dépendre de plein de trucs, votre génétique, votre alimentation, votre état de santé, stress, grossesse, votre âge, etc. Par exemple, en prenant de l'âge, on métabolise moins rapidement la caféine, donc on y devient plus sensible. Mais encore une fois, il y a des différences entre les individus, donc il y a des personnes âgées qui ne sont pas du tout sensibles à la caféine. Les fumeurs ont un métabolisme hépatique qui dégrade plus rapidement la caféine car il y a des interférences métaboliques entre la caféine et les produits issus, on va dire, du tabagisme. Lorsque vous fumez, il vous faudra donc plus de café pour arriver au même effet stimulant qu'un non-fumeur. Et ce phénomène est réversible lorsqu'on arrête de fumer. Donc prudence là-dessus les amis. Si vous arrêtez de fumer, vous mettez à nouveau plus de temps à métaboliser la caféine. Cela pourrait expliquer en partie les insomnies et l'irritabilité quand on arrête de fumer. En fait, c'est si on boit les mêmes quantités de café qu'avant, on passe en hypercaféinémie parce qu'on n'arrive plus à l'éliminer. Les taux de caféine sont plus élevés que lorsqu'on était fumeur parce qu'on élimine moins rapidement la caféine. Et cette différence est loin d'être négligeable, hein. Il y a quand même un facteur 2, je crois qu'on passe à une moyenne de 6 heures à 3h30 chez les fumeurs, donc vous voyez, c'est vraiment important. Donc si vous êtes dans ce cas-là, c'est simple, il faut réduire un peu le café, soit en boire moins, soit le remplacer par exemple par un petit peu de décaféiné. Attention quand même concernant le décaféiné, c'est une bonne idée pour réduire votre consommation de caféine, mais sachez qu'une tasse de déca contient entre 15 à 30% de la dose de caféine dans un café normal. Donc il ne faut pas non plus trop en abuser. La dose journalière de caféine que l'on recommande généralement de ne pas dépasser, elle est autour de 400 mg. Mais attention, comme on l'a vu, chacun a une sensibilité différente à la caféine, donc s'il vous plaît, faites preuve de bon sens. Les 400 mg ne vont pas du tout donner le même effet chez deux personnes différentes. Voilà quelques ordres de grandeur. Dans un expresso, vous avez autour de 50 mg de caféine, alors que dans un café filtre, en général, on se sert bien plus généreusement et on tombe facilement entre 100 et 150 mg de caféine. Faites gaffe aussi aux sodas qui contiennent de la caféine comme le cola ou les boissons énergisantes. En fait, on se retrouve à cause de ces boissons très souvent à consommer de la caféine sans s'en rendre compte. Moi, bon, je trouve ça dégueulasse et j'évite ce genre de boissons sucrées, donc j'ai pas ce problème. Mais si vous en consommez, prenez-le en compte dans votre consommation de caféine. Et pour finir, il y a une question que je me pose depuis longtemps. Pourquoi il y en a qui mettent du sucre dans le café? C'est dégueulasse. Franchement, le café sucré, mais pas. Sérieux les amis, buveurs de café sucré, mais éclairez ma lanterne quoi. Voilà pour la caféine les amis, la vidéo elle est bien sûr pas exhaustive du tout, il y a tellement de choses à dire sur la caféine que j'ai dû faire des choix pour vous faire une vidéo qui dure pas 3 plombes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On aurait pu évidemment parler de l'addiction, de l'augmentation du nombre de récepteurs de l'adénosine, et j'en passe, il y a plein de choses à dire autour de la caféine, mais voilà, j'espère que déjà ce premier épisode vous aura bien plu. En tout cas, moi je me suis vraiment régalé en écrivant cette vidéo. J'espère que vous aussi vous avez aimé, que ça vous donnera envie de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo, et voire même pour certains, de soutenir cette chaîne. Si jamais c'est le cas, vous pouvez le faire sur ma page Tipeee ou Utip. Comme d'habitude, pour ceux qui aiment les détails, je vous ai mis des liens en description, des articles pour approfondir le sujet. Si vous souhaitez plus de chimie, je vous donne rendez-vous sur mon site internet blablaro-chimie.fr. Voilà les amis, prenez soin de vous, allez-y mollo sur le café, et quant à moi, je vous dis à bientôt au labo! Il faut dire que vous faites des études vachement intéressantes.